sommes souvent piégés par le langage. Et quelque part, nous sommes formatés par le langage au niveau de notre pensée, par les rapports que nous faisons entre les mots ou que nous ne faisons pas. Ainsi, en français, à la différence de l'anglais, par exemple, ou de l'espagnol, quand on s'adresse à une femme, on n'emploie pas les mêmes mots que quand on s'adresse à un homme. On va dire madame, monsieur. En espagnol, on dit señor, señora. En italien, signor, signorina. Signora. Les Anglais ont également man et woman, l'homme et la femme. Nous, en apparence, en France, nous avons des mots complètement différents. Parce que même le monsieur, madame, ça renvoie au sieur, à la dame, ce ne sont pas les mêmes mots, ce n'est pas les mêmes racines. Dame, ça renvoie à domina. Signor, seigneur, sieur, ça renvoie à seigneur. Mais ce ne sont pas les mêmes mots. Alors comment voulez-vous que dans une langue, on perçoive les choses de la même manière quand on a deux mots différents et quand on a deux mots dérivés l'un de l'autre? En revanche, par exemple, en français, nous avons par exemple Christian et Christiane, Jacques et Jacqueline, Michel et Michel, etc. Donc on a effectivement des dérivations au niveau des noms, des prénoms. On n'a pas de prénom masculin qui soit dérivé, à ma connaissance, d'un prénom féminin. Et même si ça existait, ça serait tout à fait unique en son genre. On a Pierre, Pierrette, Jeanne, Jean, Jeanne, Paul, Paulette, etc., etc., etc. Mais, sur ce point de l'homme et de la femme, du masculin et du féminin, on a des mots différents. Or, dans la Bible, Ish et Isha, c'est la même racine. On dit même Isha, dans le chapitre 2 de la Genèse, on dit Isha parce que dérivé, parce que venu, parce que issu de Ish. Alors, il y a néanmoins des cas où la différence, la relation est affirmée. Époux, épouse. Conjoint, conjointe. Donc, effectivement, là, on peut travailler. Pourquoi je dis travailler? Parce qu'il s'agit de traduire correctement Ish et Isha. Or, pour traduire correctement Ish et Isha, il est essentiel, ce que n'ont pas compris les traducteurs, d'utiliser des mots en français qui sont également liés l'un avec l'autre. Donc dire Ish, Isha, l'homme et la femme, c'est déjà une absurdité, puisque l'homme et la femme, le mot femme n'est pas dérivé du mot homme. Donc il faut traduire autrement. Il y a une problématique, il y a une éthique, déontologie de la traduction qui se pose. Donc je propose de prendre le mot épouse, époux, épouse, qui est utilisé en français, et qu'on retrouve d'ailleurs en anglais sous la forme spouse, S-P-O-U-S-E, qui vient du français, de l'ancien français, qui vient lui-même du latin sponsus, sponsa. Et je propose donc d'employer, de développer ce champ sémantique, morpho-sémantique, puisque c'est à la fois le sens et la forme qui sont liés, et de parler de la sposité ou de la sponsité de la femme, pour dire sa féminité, et de parler des valeurs non plus féminines, mais sponsitaires ou spositaires. Puisque la forme époux est un peu lourde, et qu'autrefois on disait spouse, ce qui a donné le spouse anglais. Voilà, donc je propose cela, parce qu'autrement on ne s'y retrouve pas. Donc chaque fois qu'on trouvera Isha on devra dire on devra dire épouse. Pourquoi? Parce que en français, en plus, on a un autre problème qui fait que le français est une langue qui a quand même des problèmes, puisque pour dire quand je dis la femme, je ne sais pas si je parle de l'épouse, mon épouse, ma femme, ou si je parle de la femme par opposition à l'homme, puisqu'on dit aussi un homme et une femme. Donc tout ça, donc la personne qui parle français, elle n'a absolument pas les outils intellectuels pour réfléchir correctement sur ces sujets. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors on n'en sort plus.
D'ailleurs, en hébreu, c'est la même chose. Isha, c'est à la fois ma femme, Ishti, quand on met un possessif, et quand ça n'est pas un possessif, eh bien c'est la femme par opposition à l'homme. Mais c'est quand même plus clair qu'en français. Donc, il faut trouver la forme époux, épouse. En anglais, malheureusement, ils n'ont pas la marque du masculin et du féminin, donc ils ont spouse. Mais spouse, ça peut pas se, y a pas, on ne peut pas dire au masculin ou au féminin. Donc, époux, épouse, je trouve que c'est pas mal, mais qu'il faut déconnecter de l'idée de mariage, où je trouverais plutôt l'expression conjoint-conjointe. Donc, je suis un époux, au sens de suis-je un ish, et celle qui est, je ne dirais même pas celui ou celle, l'être qui est dérivé de moi, en tant que ish, c'est-à-dire en tant qu'Adam androgyne, c'est l'épouse. Donc, en tant que source de l'épouse, je suis l'époux, mais je ne peux pas être réduit à ce statut d'époux. Je ne suis pas que celui qui est à l'origine de l'épouse. Donc, ce n'est qu'une toute petite partie de cette dimension androgynale qui est propre à l'homme. Là aussi, il faudrait faire attention de ne pas tomber dans un certain nombre de pièges sémantiques. Donc, la femme, donc l'épouse, maintenant, la isha, on peut aussi employer assez régulièrement le mot en hébreu, enfin, l'épouse, c'est celle qui, au fond, n'a pas de réalité ontologique. Et c'est pour cela que les femmes ont raison de dire qu'elles ne sont jamais que le jouet des représentations sociologiques. Elles ont raison. Elles sont le jouet de cela. Elles peuvent être aussi bien formatées dans un sens que dans l'autre. Donc quand elles disent ça, elles avouent elles-mêmes leur indifférenciation. Elles avouent elles-mêmes qu'elles sont asexuées, en quelque sorte, qu'elles sont ce que j'ai appelé l'élément neutre, le das allemand, le il de la troisième personne du singulier, etc. C'est-à-dire le ou, le oua, le r, etc. Elles le reconnaissent elles-mêmes. Et alors finalement, il y a un malentendu quand les hommes entendent cela, parce que eux, ils considèrent que leur nature ne dépend pas de la dimension sociologique. Mais c'est tout à fait différent, parce que l'homme ne dépend pas du milieu de la même façon que la femme. Donc la femme dépend de son milieu, et elle est formatée par ce milieu. Et elle devient, pour employer l'expression chère à Simone de Beauvoir, elle devient quelque chose. C'est-à-dire il y a un processus de mouvement. Elle devient quelque chose. En anglais, ça donnait le calque become, calqué sur le devient. Elle devient cela. Elle est formatée, elle est programmée pour être ceci ou cela. Et en fin de compte, comme n'importe quelle machine, elle peut aussi bien jouer du Beethoven que du Johnny Hallyday. Ça n'a pas d'importance. Elle est au service de toute personne qui est disposée à l'employer, à la faire fonctionner. D'où l'importance de l'emploi dans le psychisme féminin. Et c'est pour ça que Hamon, à mon avis, son discours, il s'adresse aux hommes et pas aux femmes. On retombe dans le même problème, à savoir que est-ce qu'on peut avoir un suffrage universel où les hommes et les femmes votent en même temps, alors qu'ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs, les mêmes principes et les mêmes priorités. Il y a déjà un problème là. Bon. Et ça sera réglé tôt ou tard. Donc, la femme, excusez-moi, je suis obligé, on ne peut pas changer du jour au lendemain. J'emploie parfois les anciennes expressions, parfois j'emploie les nouvelles expressions, vous m'excuserez de ce genre d'atermoiement. L'épouse, pour revenir là, l'épouse, et donc la sposité, les valeurs spositaires, sont des valeurs différentes de celles de l'époux, puisqu'elles sont dérivées, mais elles sont calquées, elles sont issues de l'époux, mais elles n'en sont en aucune façon le reflet complet. Et par conséquent, la conception, par exemple l'autre jour j'assistais hier soir à une réunion où il y avait des femmes qui parlaient, ils disaient les femmes c'est la paix. La femme c'est la paix. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on fête cette année le 60e anniversaire de l'Union Européenne? Est-ce que l'Union Européenne a été, qui était à l'époque la communauté, etc., est-ce qu'elle a été faite par des femmes? À ma connaissance, pas du tout.
ce que les femmes appellent la paix, c'est tout simplement que chacun fonctionne dans son coin correctement et fasse ce qu'il a à faire. Mais en réalité, c'est même pas une paix de véritable communication, c'est même pas une paix de communion, simplement que chacun débite et fonctionne. Bon, c'est ça la paix féminine. Bon. La paix masculine, c'est le résultat d'un compromis, c'est le résultat d'une discussion, c'est le résultat d'un débat. Ça n'a rien à voir. Là encore aussi, il faut faire attention. La paix féminine, c'est véritablement un peu ce que fait Marine Le Pen, c'est-à-dire chaque nation a son mode de fonctionnement et chacun fonctionne dans son coin. Voilà. Bon, mais ça, c'est typiquement féminin, effectivement. Féminin, c'est-à-dire spositaire, pour prendre le jargon, le néologisme que je propose. Voilà. Donc finalement, l'homme, l'androgyne, pour revenir au chapitre 1er de la Genèse, c'est c'est celui qui combine comme Dieu, le masculin et le féminin. C'est-à-dire alors encore une fois, j'utilise des termes qui sont... mais alors, masculin et féminin, c'est valable pour l'androgyne. Mais masculin et féminin ne vaut pas pour l'épouse. Ce sont deux notions différentes. Et en hébreu, Zachar et Nekeva, c'est le masculin et le féminin. Et Ish et Isha, c'est l'époux et l'épouse. Donc c'est pas la même chose. Et nous avons donc là une question très très importante au niveau du langage. Nous sommes prisonniers du langage. Il faut faire très attention de ne pas dire n'importe quoi. Les Anglais, effectivement, ils disent man et woman. Là, au moins, il y a une certaine cohérence. Mais nous, on dit pas, on n'a pas cette possibilité de le dire. Donc, nous sommes handicapés linguistiquement en français pour penser ces questions.